Dans le passé, autour des lieux dont les caractéristiques singulières tranchent sur l'homogénéité d'un milieu, l'imagination de l'homme a créé des mythes et des légendes. L'une de ces dernières veut qu'une ville antique soit enfouie dans la mer au large de Chioggia. Les pêcheurs avaient remarqué que leurs filets subissaient des déchirures importantes, comme si des ruines les accrochaient à leur passage. Voici les couleurs sous-marines de Chioggia, un monde inattendu. Du rouge le plus intense au violet le plus pâle. On dirait que la mer a emprunté ses couleurs à des couchers de soleil. L'origine de ces rochers qui se sont formés il y a seulement quelques milliers d'années. Ils relèvent essentiellement de 3 catégories. Des blocs de roche dérivant de la cimentation de certains sédiments sous l'action du gaz méthane filtrant à travers le fond marin. Dans le cas présent, le dégagement est modeste, mais il y en a de beaucoup plus consistants. Des plaques de roche dérivant de la cimentation du sable d'une plage, aujourd'hui englouties à cause d'un phénomène de subsidence ou à la suite de l'élévation du niveau de la mer. De la roche organogène résultant de l'action d'organismes constructeurs, semblables aux récifs coralliens des mers tropicales, ayant pris leur appui sur un substrat solide constitué dans le cas présent par les amphores d'une épave de navire romain, découverte sensationnelle d'il y a quelques années dans l'Adriatique du Nord. Tel est le profil du fond, avec ses aspérités naturelles, tracé par un échosondeur traditionnel, utilisé pour repérer les teignoe. Le moderne Side-Scan Sonar, que nous voyons ici tracté par une embarcation, explore quant à lui le fond marin en le représentant comme une image terrestre obtenue par satellite. Il embrasse une zone de plusieurs centaines de mètres. Voici l'image sonar d'une zone rocheuse située au large de Chioggia. La ligne la plus sombre, au centre, délimite les parties du fond qui se trouvent à droite et à gauche de l'embarcation. Cette ligne correspond à la position et au parcours de la sonde. La dépression en demi-cercle, dans la partie supérieure de l'image, provoquée par les différences de hauteur du terrain, a tout l'air d'être le lit d'un ancien fleuve. La lecture de ces images n'est pas facile, mais elle permet d'effectuer un relevé détaillé des affleurements rocheux. Nous partons à la rencontre d'un ami, un congre que nous connaissons depuis plus de 4 ans. C'est un poisson à tanière. Il est donc difficile de le voir de jour. Malgré cela, il vient à notre rencontre et fréquemment nous accompagne pendant toute la plongée. Son comportement est déterminé par le souvenir. Il sait que nous lui apportons souvent de la nourriture et il s'est familiarisé avec nous. Il ne cache pas sa curiosité et son envie de jouer, au point qu'il nous faut le renvoyer quand il devient envahissant. Il n'éprouve aucune crainte. Ce serait plutôt nous qui en éprouvons. On soutient qu'il peut mordre, mais il n'a jamais adopté de comportement agressif en notre présence. Au contraire, sa délicatesse envers nous est telle qu'il se limite à avaler la nourriture que nous lui tendons sans y planter ses dents. Il se laisse toucher et caresser sans problème. Nous serions vraiment désolés si un pêcheur nous suivait dans le but de le capturer.
pyrographes sont des fleurs qui bougent. Il y en a de grandes quantités sur les Tegnouais, de formes, couleurs et dimensions diverses. Quand on les touche, ils prennent peur et se referment sur eux-mêmes. Une autre richesse des Tegnouais sont les éponges. Elles ont, elles aussi, des formes et des couleurs innombrables. Elles croissent l'une à côté de l'autre dans un espace très restreint. Elles se confondent les unes avec les autres jusqu'à former de splendides tapisseries. Un monde grouillant de vie. La biodiversité crée un milieu unique, extraordinaire. La proximité des fleuves et la richesse en plancton nuisent à la transparence de l'eau, mais ne constituent pas toujours un symptôme de pollution. Au contraire, parfois le manque de limpidité s'explique par l'abondance des nutriments qui enrichissent la mer et par conséquent la vie de cette dernière. Une coquille Saint-Jacques camouflée au fond de l'eau. Quand elle se sent menacée, elle s'enfuit. Elle n'a que deux ennemis, l'étoile de mer, qui s'insinue dans sa coquille pour la dévorer, et l'homme. Dans ce milieu vivent d'exceptionnels maîtres du mimétisme, en sorte que très souvent, nous ne nous apercevons pas de tout ce qui nous entoure. Il existe des cas d'harmonie extraordinaire entre les êtres vivants et le milieu, que l'œil humain ne parvient pas à discerner. Les poulpes et les seiches sont des champions incontestables du mimétisme. Ils reproduisent sur leur livrée toutes les couleurs qui les entourent. Suivant leur nature particulière, ces créatures se camouflent pour chasser leur proie ou pour éviter d'être chassées elles-mêmes. On peut en dire autant des crustacés qui peuplent le fond marin. Ces organismes, recouvrant les rochers, recouvrent souvent tout leur corps et leurs pinces. Beaucoup d'entre eux vivent en symbiose avec d'autres formes animales. Les poissons aussi, en particulier les rascasses, se camouflent dans leur environnement. Une blénie, se confondant avec la branche d'une éponge. Le homard est le roi des Tegnouais. Il peut dépasser les 5 kilos. Sa présence a sensiblement diminué ces dernières années, ce qu'il faut imputer à des causes naturelles comme les crises d'anoxie de 1977 et 1988, aussi bien qu'à une pêche indiscriminée de la part des pêcheurs professionnels et des plongeurs sous-marins.
Ce homard a dû certainement être surpris qu'on lui propose une sardine au lieu d'un coup de fusil. Il est très rare qu'on réussisse à saisir le moment où un homard change de cuirasse. Au terme de ce striptease un peu particulier, on dirait qu'il y a deux homards sur le fond. Il ne manque que des yeux à la carcasse abandonnée. Tentative de repeuplement. Nous libérons des petits de homards sur une teignoa. Ce milieu riche en nourriture et plein d'anfractuosité est particulièrement approprié comme refuge et comme réserve à nourriture pour quantité d'espèces de poissons qui viennent pondre leurs œufs précisément ici. Voici un œuf de roussette. À contre-jour, on peut voir l'embryon. En août 2000, pendant l'émission télévisée Linea Blue, on a relancé l'idée de créer un espace protégé au large de Chioggia. Les images de la grande richesse et de l'extraordinaire beauté du fond ont décidé à l'action les autorités locales. Le soir du 9 décembre 2000, à l'auditorium San Nicolò, devant les nombreux citoyens qui remplissaient la salle, le maire, M. Fortunato Guarnieri, au nom du conseil municipal de Chioggia, a publié la requête officielle, auprès du ministère de l'Environnement, d'une zone protégée. Les images des fonds marins, si divers et colorés, nous dévoilent un monde qui présente des similitudes avec le nôtre. Le brouillard de la lagune rappelle la suspension de l'eau. Les cales étroites, les déchirures des teignoe. Les ponts du canal Vena, les tanières des homards. La promenade du Corso, le va-et-vient des poissons sous les rochers. La couleur des voiles, les éponges bariolées. La légende et la réalité se confondent, et, vision surréelle, nous retrouvons dans la mer les couleurs englouties de Chioggia.